Nous sommes presque à 10 ans de sa création. L'initiative de sa création a été insufflée par les responsables des institutions angolaises en France. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire Miguel da Costa, Son Excellence, Monsieur le Consul général Manuel Domingos Antonio, nous, membres des associations angolaises en France, avions été invités à l'Assemblée générale pour la création de la Confédération des associations angolaises en France. Par consensus, nous avions opté une élection pour voter le président. Une feuille blanche nous a été accordée. Nous devrions la remplir tous ensemble. J'ai tracé les grandes lignes que j'ai proposées à l'Assemblée. Ma légitimité, c'est la communauté angolaise dont vous représentez. Chaque association avait ses objectifs diversifiés. Notre point commun est l'unité de l'Angola et le bien-être des nôtres. Je l'avais dit, seul, je ne pourrais rien faire, mais avec l'appui de toute la communauté, nous écrirons de belles phrases sur cette feuille blanche qui resteront à jamais. Pour ce faire, je vous rappelle que nous avons le devoir, encore que nous sommes loin de chez nous, de veiller à ne pas renier l'enfant que nous portons et avions mis au monde la CAF. Elle a envie de vivre par rapport aux apports de chacun d'entre nous par vos initiatives telles que ces salons d'entrepreneurs ainsi que d'autres activités. Nos ancêtres nous ont appris qu'un enfant n'appartient pas seulement à ses géniteurs, mais à toute la communauté. Ainsi, nous devons veiller à ce que ces conseils soient instruments viables, grandis et un regard représentatif de chacun et chacune d'entre nous. Et c'est pour cela que nous avons le devoir de faire de telle sorte que nous construisons un environnement propice pour notre communauté. Bien entendu, avec l'appui des représentants de nos institutions, qui est fondamental, et qui ont témoigné leurs engagements pour nous. Ceci nous amène à dire que les membres de la CAF dont nous sommes entendons de travailler dans la liberté, dans le respect des règles et des lois qui nous régissent. Le respect individuel en tant que personne et celui de sa structure sont des éléments essentiels pour le bon déroulement de nos divers travaux. Après toutes ces années écoulées, les associations ont fait preuve d'une élégance dans la façon d'organiser et de régler les choses si besoin il y a. J'en suis vraiment fier. Je pense que nous sommes tous partisans de cette unité, car chaque partie de l'arbre a ses fonctions et son importance aussi infime soit-elle. C'est pour cette raison que je réitère la demande à chacune et chacun d'entre nous de prendre l'initiative afin d'apporter sa pierre à cet édifice. La CAF est un partenaire et un trait d'union entre la communauté et nos institutions, ainsi que les diverses associations angolaises répandues en France. L'apport de chacun d'entre nous est très important dans tous les domaines pour le développement de l'Angola et le bien-être de notre communauté en France. Pour moi, je m'attache à favoriser les rapprochements entre les associations. Je veille à ce que nous dépassions les limites de nos associations communes en cultivant la cohésion comme ciment devant nous conduire à organiser, fonctionner et décider pour le bon fonctionnement de ces conseils qui défendent nos intérêts communs. La CAF a un mémorandum de référence pour atteindre les objectifs fixés, dont quelques-uns sont cités. Identifier les associations angolaises nouvellement créées, non inscrites actuellement, visiter et accompagner pour resserrer les liens entre les associations et la CAF. Être présent
dans les activités publiques de ces associations et des associations présidées par les Angolais en France. Mobiliser et faciliter les nouvelles adhésions des associations angolaises, organiser et soutenir les événements culturels et sportifs, et faire la recherche des corps de métiers angolais, la création de Who is Who et d'un site internet pour la coordination des Angolais de la diaspora, la classification des associations par but et métier, créer un centre culturel angolais de l'étranger afin de mieux les encadrer et mieux vendre l'image de la République d'Angola à l'étranger. À savoir, la CAF nous permettra de pouvoir apporter notre contribution au développement de notre pays. Comme disait le président américain John Fitzgerald Kennedy, ne pensez pas à ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais pensez à ce que nous pouvons faire pour l'Amérique. L'Angola est notre terre, notre pays. Quel est votre rêve? Quel est votre apport? L'Angola attend les rêves de tous les Angolais et tous les jeunes Angolais, ainsi que l'expérience acquise de l'extérieur par chacun d'entre nous. C'est de l'expertise. Cette connaissance ou sa maîtrise est un capital, une richesse pour le développement du pays. Je l'avais évoqué en 2018 lors de la visite du président de la République, M. Jean-Manuel Gonçalves Lorenzo. L'Angola a besoin de tout le monde, quel que soit son domaine. À travers la CAF, nous pourrions nous organiser afin de présenter nos rêves aux institutions compétentes. C'est l'union qui fait la force. Personnellement, je suis heureux et fier d'appartenir à cette grande famille diversifiée dont vous êtes les représentants ou les victimes. Mon souci est de continuer de rêver, plus de construire ensemble un réceptacle de synergie afin que nous puissions bâtir et donner un corps solide à cette opportunité qui nous rassemble. Que cette première édition du Salon d'entrepreneurs angolais soit une référence annuelle et un lieu de rencontre, de complémentarité, des échanges d'expériences, de démontrer les progrès de nos divers projets initiés au courant de l'année. Comme disaient nos ancêtres, avec un doigt, on ne pourra pas laver la figure. C'est dans cette optique que nous pouvons travailler. Mes chers compatriotes, chers chefs d'entreprise et amis d'Angola, le monde associatif membre de la CAF témoigne de la richesse et de la diversité des Angolais et des objectifs des associations angolaises en France. Nous ne pouvons constater que durant toutes ces années de travail, la vitalité et de l'engagement de chacune des associations a tissé des liens dans les multiples domaines qui rassemblent les Angolais en France, dans nos diverses activités, les sports, les conférences, les apprentissages de langue, la solidarité pendant les moments de bonheur et de malheur. J'aimerais couronner l'initiative de ces salons des entrepreneurs dont vous êtes tous les acteurs. Cette première édition nous permettra de voir l'horizon d'entrepreneurs avec plus de mains. C'est ce qui pourra nous faciliter des réalisations dans nos divers projets. Je sais que les associations souffrent cependant d'un manque de soutien et de reconnaissance par nos institutions, comme pourrait penser certains d'entre nous. Je dirais que cette absence de soutien pourrait briser l'immense capacité dont nous avions et dont vous avez apporté auprès de la communauté pour nos intérêts collectifs. Ce que je pourrais vous dire, les objectifs fixés par nous, résidents, ne seront jamais les mêmes que les représentants de nos institutions.
À cet état des choses, je vous demanderai d'abord de compter sur nous-mêmes d'abord, ensuite ils pourront nous aider si possibilité il y a. La CAF a un projet qui nous tient à cœur. C'est dans l'objectif de soutenir le monde associatif angolais matériellement, financièrement, pour lui donner les moyens d'investir durablement et sereinement auprès de la communauté qui aura besoin si ces projets mis en place aboutissent. Si c'est la CAF a le projet d'avoir un centre culturel angolais en France, une maison des associations de la diaspora à Luanda. Ok. Donc moi, je ne vais pas faire les détails de tous ces ordres. Bon, on a besoin de médiathèques, salle de bibliothèque, un restaurant angolais, des bureaux d'administration, des centres culturels, une salle d'informatique, une salle de production d'images, ainsi de suite. Bon, le montant global sera autour de 4 320 000. Comment est-ce que ces projets pourraient être financés? Je dirais, une communauté solidaire est une source financière. Une communauté qui vit pour les autres est une potentialité financière. Une communauté précautionneuse comme la nôtre est une alternative financière inestimable. Les sources de financement peuvent être réfléchies et proposées. Ce serait sans engendrer beaucoup de dépenses personnelles. C'est d'abord une question d'adhésion dans ce sujet, avoir la volonté d'être l'acteur de la réalisation de ces projets. Voilà ce que j'avais à vous relater. Je demande le salon des entrepreneurs angolais ouvert. Merci. Bravo, M. Bokolo, pour ces explications détaillées et bien précises. Alors, il faut que cette conférence soit aussi un dialogue avec les personnes qui sont en face de vous, hein, dont je vous demanderai de parler en sorte d'avoir un échange avec vos compatriotes, avec nos amis compatriotes, avec nos amis en face. La salle a des questions par rapport à cette première partie de notre invité d'honneur, M. Bokolo. Avez-vous des questions? Je peux donner le micro. Éventuellement, on passe à la suite. On passe maintenant la parole à M. André Diakessé, professeur de géologie, qui va nous parler de l'entreprise d'une manière. Diakessé. Il va nous présenter la situation. M. Diakessé. Il va nous présenter la situation. M. Diakessé, vous y aller. On va. Oui, allez-y, je vous laisse. Je ne vais pas parler. Là, je vais juste présenter le pays. Si on parle de l'Angola, il y a une première partie où je vais aller vite présenter le pays. C'est une présentation. Je vais présenter le pays à ceux qui ne la connaissent pas. Et aussi à ceux qui la connaissent très peu. Ce qui est normal car tout le monde ne connaît pas le pays comme il faut. Donc je présente, ne connaît pas le pays comme il faut. Donc je présente là. Os que conhecem Angola, desculpa, vou apresentar Angola aos que não falam português ou que não conhecem. Donc j'ai traduit quand même, il faut présenter l'Angola à ceux qui ne parlent pas portugais ou qui ne le connaissent pas. Bom, rapidamente nós temos. Rapidement, on a. C'est l'habitude, mais j'ai l'habitude de parler en portugais. Ok, on y va. Donc le pays se situe. Nous avons la localisation du pays, donc dans la partie australe, après l'Équateur, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est un grand pays, donc les pays limitrophes sont là.
Il y a des slides qui seront en portugais. Ne vous en faites pas, je vais traduire très rapidement parce qu'on ne peut pas parler de l'Angola en 10 minutes. Et il y a des secteurs que je vais sauter. Je ne veux pas toucher, secteurs sensibles, la politique, l'armée et autres. On met ça à côté, même la santé. On va parler d'autre chose. Bon, rapidement, donc, nous avons les pays, avec les pays limitrophes. Donc, nous avons la superficie. Les pays limitrophes, donc, nous avons la superficie, c'est très grand. Et 42e pays, 22e pays au monde. Donc, c'est grand. C'est plus grand que la France, presque 2 fois la France. En comparaison, là où nous sommes. La population estimée l'année dernière avance vers 33-39 millions d'habitants. La densité 27 millions. Je ne veux pas tout lire, hein. On va aller rapidement à la capitale de Luanda. Ceux qui auront des questions ou des informations supplémentaires pourront me les demander après. Et je pourrais même fournir ce slide. Bon, la langue officielle, c'est la langue coloniale portugaise. Les frontières, ça nous fait 6798 kilomètres de frontières à surveiller. Il y a 1600 la partie terrestre et le reste, 1600 la partie maritime, pardon, et le reste c'est terrestre. On a au moins 2500, plus de 2500 km avec la RDC, 1300 avec la Namibie, 1100 avec la Zambie et 200 quelque chose avec le Congo-Brazzaville. Bon, le point le plus haut, c'est vers Ouangola, Moro de Moko, c'est le plus haut, et l'altitude moyenne est de 1000 mètres. Ça veut dire qu'environ 72% du territoire angolais se trouve dans le haut plateau, Planalto central. Tout le reste, c'est juste les cours d'eau qui font que c'est plus bas. On passe rapidement. J'ai même traîné. Ça c'est la localisation, classification de l'Angola, comme on voit là, rapidement. Alors c'est la première flèche, l'Angola, le premier table à gauche, oui. Donc il y a des pays, on ne va pas se comparer avec les Canada, les USA, la Chine et la Russie qui est le plus grand pays au monde. Donc on a quelques pays. Le premier pays africain c'est l'Algérie pour le moment parce que le Soudan a été divisé en Soudan du Nord et du Sud. Et la France est là, au 43e place. Donc on continue. Bon, ça c'est juste la position de l'Afrique, de l'Angola par rapport à l'Afrique, rapidement. Nous avons 18 provinces pour le moment parce que le décret est sorti où on divise encore certaines provinces. Voilà, je vais être subdivisé en deux, oui, divisé en deux. Quand le Kubango et Mochip sont encore divisés, donc on aura de nouvelles provinces et autres. Pour le moment, c'est 18 provinces. Le nom des provinces, la première colonne, le nom de la province, ville capitale, la superficie et la population. Ce sont les données des dernières statistiques du recensement de 2014. Ça date déjà, mais c'est le seul qu'on dispose pour le moment. Donc si vous regardez la superficie, il y a des provinces comme Mochico et autres qui sont beaucoup plus grands que la majorité des pays de l'Europe. Que Mochico, on peut le comparer déjà avec la France et d'autres pays ici. Bon, on continue. Un peu de l'histoire. Le pays où le territoire était déjà occupé au paléolithique par des Bochemans et des Autochtones. Nous les appelons des Khoisan. Ils étaient déjà là, c'est très très loin. Et vers le XIIIe siècle, avant Jésus-Christ, il y a eu la migration bantou qui est sortie du nord jusqu'au sud. Je ne m'attarde pas là-dessus. Et ensuite, en 482, le premier contact avec Diego Cao, c'est le premier contact avec l'Afrique qui a eu lieu. Ensuite, il y a eu la conversion quelques années plus tard, Mani-Congo, c'était dans le royaume du Congo.
C'était dans le royaume du Congo, là où c'était les débuts de l'esclavage. Après la conversion de Mali Congo, donc, il y a eu, les Portugais se sont emparés du pays et ils ont commencé à vendre des esclaves, les États-Unis, l'Amérique, le Cuba et l'autre. Il y a eu l'extinction du royaume du Congo, le décret de l'abolition de l'esclavage, le partage de l'Afrique à la conférence de Berlin, la colonisation effective militaire de l'Angola. Donc ce n'est qu'en 1920 que les Portugais ont pu toucher l'est du pays. Et ils étaient que dans des endroits, dans des fortalezas, des forts où ils se cantonnaient là. L'institution du travail forcé, que nous appelons le Tonga, ça a été institué en 1933. La déportation des colons portugais, c'était rafler les Portugais qui ne servaient à rien pour les envoyer comme si c'était une prison en Angola. Et c'était vraiment l'occupation effective. Ensuite, décret pour déclarer l'Angola comme province ultramarine. C'était déjà très récent. Et l'institution des assimilés, ça c'est pour dire qu'il y avait des gens qui n'avaient pas accès à l'éducation. Était assimilé celui qui était portugais ou fils de portugais, qui s'adaptait, qui savait manger à table et tout un tas de choses qui parlaient bien portugais. Je ferme la parenthèse. Donc c'était une institution par Salazar, je n'entre pas dans les détails. Et ensuite, 59 et 61, création et début de lutte armée. Et en 74, la révolution des œillets au Portugal, qui a permis que le Portugal se débarrasse de l'Angola. Et en 75, l'indépendance et le début de la guerre civile. On n'a pas eu la paix. Ce n'est que juste en 2002 que l'Angola peut respirer. Je vous en prie. On continue. Mais c'est pas fini. Merci beaucoup, monsieur Diakité. C'est fini, c'est sûr. Il y a peut-être des questions dans la salle, rapidement par rapport à cette intervention. La salle est timide. Vous pouvez parler en français ou en portugais, hein, ou en anglais même. Tiens. Oui. C'était seulement la présentation. Donc là, il y a effectivement. C'est bien la partie. Alors, on va passer entrepreneuriale. C'est bien ça. Non. Vous la faites après. Parce qu'il faut faire vite. Okay. Donc on avait dit 10 minutes par intervenant, c'est très important, sinon on ne terminera pas. Intervenant, c'est très important, sinon. Donc nos entrepreneurs, hein, la promotion de nos entrepreneurs. Donc effectivement, on doit tourner autour du thème de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, de l'investissement, des idées, des solutions pour bien sûr des idées, des solutions pour bien sûr conduire dans des bonnes conditions sur l'entreprise. Je voulais qu'on passe, j'attendais M. Tibi, mais il est parti parce qu'il avait dit à M. Olivier, vous aviez un programme, mais bon, on n'a plus assez de feuilles. Comment contribuer au rayonnement donc, des artistes afro-caribéens Comment contribuer au rayonnement donc, des artistes afro-caribéens à l'international et faire de l'engouement actuel un levier de développement socio-économique. Donc il va essayer de nous, rapidement en 10 minutes, de nous expliquer un petit peu tout ça. C'est un monsieur Milliard, il le dira mieux que moi, c'était un collectionneur ou en tout cas un négociateur de regard. Il a beaucoup de casquettes, il est coach aussi, et donc entrepreneur en même temps puisqu'il expose. Tout ce qu'il ne pourra pas dire, mais si vous avez des questions à poser, vous pouvez le rencontrer donc, au niveau de son stand. Monsieur Olivier, à vous la parole, rapidement pour 10 minutes, et puis on échangera. Merci Didier. Bonjour à toutes et à tous et à toutes les autorités ici présentes. J'ai créé cette plateforme Africa by Art pour répondre à un enjeu important. C'est comment faire rayonner les artistes et les créateurs africains à l'international, de façon à ce que les différents marchés qui nous intéressent sur cette thématique soient dans un meilleur équilibre
au regard des talents qui sont le plus souvent sous les radars. Je vais vous poser une question. Pour vous, les industries culturelles et créatives et qui intègrent la dimension artistique et culturelle, ça représente combien de milliards d'euros pour le continent africain? Allez, je vous laisse la parole. Combien de milliards? Ça se chiffre en milliards. 20 milliards. 50 milliards. La bonne réponse est 50 milliards. Mais vous n'êtes pas là. L'Asie, pour vous, ça représente combien de milliards? Le continent asiatique. Non, l'Afrique 50, donc ça c'est plus. Forcément, 10 fois plus. C'est 850 milliards. Donc, dans les industries culturelles et créatives, ça c'est le dernier rapport Ernst & Young qui traite du sujet, ça vous laisse imaginer en fait l'écart, le gouffre qui nous sépare du reste du monde. Et l'enjeu pour nous finalement, c'est de travailler avec les artistes, les créateurs, les institutionnels, les entreprises, les associations et les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour disrupter le marché et faire en sorte que l'Afrique soit à sa juste place. Pour cela, on a créé cette plateforme qui s'appelle Africa by Art avec 4 grandes activités. Une galerie, on vend des œuvres d'art, on montre les artistes et les créateurs. Une boutique pour toutes les autres formes d'art, ça peut être la mode, le design, la littérature, le bien-être. Un média, parce qu'il faut que nous-mêmes nous puissions nous approprier et raconter notre histoire au travers du prisme de l'art et de la culture, au travers de ce média. Et enfin, une agence, qui est une agence hybride, qui répond à la fois aux exigences et aux besoins des artistes, donc agence d'artistes, mais agence marketing, parce qu'un artiste, il a besoin d'un catalogue, il a besoin d'un site web et d'autres services digitaux qu'on leur propose. Mais ce service, ces services s'étendent aussi aux industries culturelles et créatives, aux professionnels du marché, et bien sûr aux entreprises, quelles qu'elles soient, si elles souhaitent un site web, une stratégie marketing, un accompagnement dans ce domaine. Nous sommes tout à fait prêts à vous accompagner les entrepreneurs. Du coup, la question c'est comment faire rayonner et comment permettre aux artistes de mieux vivre de leur art. Je pense qu'il faut qu'on intègre bien cette notion. Certes, nous sommes tous confrontés à la pyramide de Maslow et à la nécessité de couvrir nos besoins vitaux. Mais l'art et la culture, et plus globalement les industries culturelles et créatives, comme je vous l'ai dit, c'est un large vivier de développement socio-économique. Et l'acte que chacun d'entre nous, tel un colibri, comme dans la légende que vous connaissez tous, chacun peut faire sa part. Je pense qu'il est indispensable que nous-mêmes, nous puissions être des prescripteurs. Acheter un peu d'art. Il faut savoir que les œuvres d'art, la palette des prix est totalement large. On imagine forcément des prix à plusieurs millions d'euros, mais il y a des œuvres qui coûtent beaucoup moins cher. Et ça peut être aussi, bien sûr, dans une dynamique de conscience, mais aussi dans une dynamique d'investissement, parce qu'une œuvre peut être achetée à 10, peut-être que dans quelques années, elle vaudra 100, elle vaudra 1000, elle vaudra 10 000, pour vous donner une échelle d'évolution, et compte tenu de la structuration actuelle du marché. Donc, je vous encourage toutes et tous à acheter des livres, des objets de design, des peintures, des sculptures, toute forme d'art, parce que par cet acte positif, vous vous reconnectez à vos racines et au-delà de ça, vous aidez un artiste à mieux vivre de son art, vous aidez sa famille, ses proches, ses cercles autour à avoir une dynamique d'émancipation socio-économique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Olivier Milliard. Justement, on va commenter, mais je voulais juste commenter quelque chose. Tout à l'heure, on est venus ensemble dans la voiture et il m'a dit, mais tu sais Didier, la dernière fois, j'ai demandé à une amie de me ramener, d'acheter des baskets, hein, et puis l'amie lui a ramené des baskets de marque Nike, Adidas, et il m'a dit, ben non, c'est pas ça. Il va mieux me raconter que moi. Il m'a dit, mais... Et puis l'ami lui dit, ben, j'ai autre chose qui vient du Kenya. Hein, je pense que c'était le Kenya. Je vais t'envoyer la photo et tu verras. Et justement, là il est en train
de dire qu'il faut acheter africain, d'accord? Donc ça c'est important, cette idée-là, je pense qu'il faut que tu insistes là-dessus, oui. Pour faire justement avancer. Et surtout, pour compléter l'idée que tu dis, y a-t-il un vrai besoin chez l'Africain, chez nos compatriotes, on parle de Maslow, qui disait un besoin satisfait, c'est d'être motivant, un besoin qui est satisfait, c'est d'être motivant. Est-ce qu'il y a réellement un besoin chez les Africains, en général, pour l'art? Alors le besoin, il existe, il a toujours existé. C'est simplement cette question des racines, du déracinement, notamment pour les diasporas, et de se dire qu'à un moment donné, ce qui est important, c'est le quotidien, c'est boire, manger, être logé, c'est cette sécurité, je dirais, souhaitable que chacun d'entre nous porte dans nos quotidiens. Maintenant, le besoin, il existe. Parce que, je vais vous donner un exemple. J'ai organisé un concept store cet été à République. Le retour du public, c'est de dire que voilà, on se sent à la maison. On a découvert des artistes, on a découvert des œuvres d'art, on s'est reconnecté à l'essence même de notre être. Je vais prendre un exemple. Franck Antan exposait, qui est un artiste camerounais, exposait des œuvres d'inspiration masque. Donc il interprète les masques africains sur de la toile de jute avec une technique qui lui appartient. Bien, les personnes se sont reconnectées à ces masques et se sont dit, ben voilà, on est à la maison en fait. On n'est peut-être pas sur le continent, on n'a pas la possibilité d'aller dans le pays, mais on retrouve via cet écosystème cette résonance-là. Donc le besoin, il existe. C'est juste le réactiver ou l'activer quand il y a une déconnexion. Ensuite, pour poursuivre sur la promotion des marques africaines, très clairement, effectivement, cet ami m'a proposé des marques qu'on connaît tous, je ne vais pas les citer, mais il y a tellement de marques intéressantes qui font des choses exceptionnelles, qui sont d'un point de vue qualitatif premium luxe. Je vais citer quelques marques, la marque Milaja, qui fait des sneakers 100% made in Africa. C'est assez incroyable. Et là, mon ami me dit, ben, écoute, je vais te proposer une marque africaine qui s'appelle Sawa Shoes. Et quand je vois le site web, je découvre les chaussures, je dis waouh, c'est ce qu'il me faut. Parce que l'esthétique, la qualité du produit est au rendez-vous. Et c'est ce que nous souhaitons faire avec Africa by Art, c'est vraiment valoriser l'excellence, le luxe à l'africaine. Et quand je parle d'Afrique, c'est l'Afrique au sens large. Pour moi, l'Afrique, comme c'est la source du monde, finalement, l'humanité tout entière est africaine. C'est simplement comment on crée les passerelles et on réactive les choses. Et deuxièmement, je n'oublie pas, bien évidemment, au contraire, les diasporas, les Antilles, et toutes les communautés qui ont cette sensibilité, et qui sont connectées, même sans être sur le continent, à des traditions, à un héritage africain qui s'inscrit dans la diversité et dans la richesse de ce continent. Merci M. Billet. Vous êtes un bel exemple de métissage. Il faut rappeler que M. Billet est donc métis, issu des parents, maman guadeloupéenne, papa congolais, je pense. C'est ça. C'est ça. Je suis à la croisée des chemins et mon combat ne peut être qu'humaniste. C'est ça. Merci beaucoup. Des questions, surtout l'idée qu'il faut retenir ici, il faut consommer africain, c'est important. Regardez, les entrepreneurs sont là, ils vous attendent. Il faut vraiment, on est là pour mettre en haut de l'affiche, promouvoir les talents, les intelligences de la diaspora africaine. Pas seulement de la diaspora africaine, puisqu'on parlait tout à l'heure des chaussures, des baskets qu'il va acheter, qui vont venir du Kenya. Il faut aller acheter africain. Maintenant, la diaspora, ça fait des années, des dizaines d'années qu'on est en France. On a les moyens financiers, on a les moyens économiques, on a tout ce qu'on a, on peut voyager. Il y en a qui ont la double nationalité. Allez acheter africain pour justement voilà, pousser cette communauté, en tout cas notre continent à aller de l'avant. Vous avez M. Raimondo, il va intervenir tout à l'heure avec 10+. Il digitalise, lui, son objectif, c'est la digitalisation de l'Afrique. Voilà, il est là. Or, quand il lance des contrats vers l'Afrique, il n'y a personne qui lui demande de venir signer un contrat. Et ça, c'est vrai que ça fait mal au cœur. On va chercher plutôt une entreprise européenne qu'une entreprise africaine ou une entreprise de la diaspora africaine.
Voilà. Vous préférez les commentaires ou avoir des questions dans la salle, hein, M. Raymondou et les autres. Voilà. Oui. Et je vais juste dire un mot, nous sommes dans un moment important, le moment des fêtes. Donc acheter de l'art, acheter de la culture, ça nous fera tous du bien. Merci. Des questions par hasard par rapport à ça, la consommation africaine? La consommation africaine. Oui, il y a des questions. Je vais me déplacer. Je vais vous donner le micro. Oui. J'arrive. Attention, attention. Oui. Des questions par rapport à la... Oui, bonjour. J'aimerais savoir, on aimerait tous consommer africain. Mais comment on arrive à trouver que ça c'est africain, ça c'est pas africain? C'est compliqué, on aimerait tous. Mais enfin, le bon sens nous dit va chez Carrefour parce que tu ne sais pas ce qu'il y a à côté de toi. Tu peux juste te présenter ton prénom, ce que tu fais. Moi, je suis étudiant en master énergie ici. J'ai pas mal de projets futurs dans le secteur énergétique sur l'énergie. Non, Congolais de Braza. Ah. Comment trouver africain? En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'espace de référencement des lieux, des événements, même s'il y a des initiatives, hein, je pense notamment à Little Africa et à d'autres, il y a vraiment une nécessité de faire ce travail de référencement. Nous, on s'engage à le faire pour 2023, de façon à ce que vous puissiez trouver dans une sorte de point focal un référencement des événements, des concept stores, des boutiques, qu'elles soient physiques ou en ligne. Et donc du coup, vous aurez cette visibilité-là. Sur notre page Instagram, on commence déjà à le faire petit à petit. J'ai cité la marque Goya notamment, mais il y en a bien d'autres. Il y a la marque Eleganto qui fait des kimonos en soie exceptionnels, qui fait une marque de parfum aussi. Vous avez Florafia qui fait des tenues et des tote bags 100% made du Congo. Je pourrais vous en citer plein. Et l'enjeu pour moi en tout cas, c'est au travers de ce salon de me connecter aussi avec les entrepreneurs angolais qu'ils intègrent la plateforme. Merci, monsieur Liliane. D'autres questions éventuellement dans la salle? Oui, une dame. Très bien, ça change. Bonjour, madame. Bonjour à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui disent que les produits africains, les choses africaines sont beaucoup trop chères pour eux, d'après eux. Maintenant, je me demande comment les entrepreneurs surtout, comment ils peuvent faire pour permettre à tout le monde de consommer les produits africains, de permettre à tout le monde d'acheter sans problème, comme on achète les autres choses. On va laisser peut-être les autres conférenciers intervenir pour donner la parole à tout le monde par rapport à la consommation africaine, comment, voilà, les produits, les articles, les services africains sont chers, vrai ou faux? Je ne dirais pas que les services africains sont trop chers parce que, par exemple, nous, notre public, c'est un public qui va pouvoir d'achat. Donc, lorsqu'on fait des solutions, par exemple, destinées à notre public, on est obligé de voir le prix. Et je dirais que le problème ne se pose pas dans ce sens-là. Le problème se pose sur le résultat, de savoir qui a tel article, au bout de trouver. Nous avons un problème de visibilité en Afrique pour savoir qui fait quoi, et ce n'est pas un problème de prix. Oui, monsieur Raimondo, je pense que de toute façon vous aurez la parole tout à l'heure par rapport à votre domaine. Hein. Je pense que, je ne sais pas si la dame a eu sa réponse. J'ai l'impression qu'on était un peu... C'est pas un problème de prix, il y aurait peut-être un peu de confiance aussi chez l'Africain. Monsieur Villiers, vous voulez compléter, si je me permets? Je pense qu'on a tous tendance à négocier les prix. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière un prix de vente, il y a un coût. Et je crois que c'est ce discours-là qu'il faut véhiculer, expliquer que, j'ai pris l'exemple tout à l'heure, je discutais avec des visiteurs, une œuvre d'art, ça a un coût. Il faut acheter la toile, il faut acheter le bois pour faire le cadre. Le temps que je passe à poser la toile,
c'est du temps de travail, tout simplement, la peinture, etc. Et tout ça mis bout à bout, ça fait un coût de production. Et en plus du coût de production, il faut penser à la création de l'œuvre, donc au travail, je dirais, mental pour aller très vite, et à la création elle-même, l'acte de création. Tout ça, ça prend du temps. J'ai une œuvre, il faut 6 mois pour faire l'artiste, mais 6 mois pour faire une œuvre. Affidèle à chiffre comme un artiste tunisien. Vous imaginez une œuvre qui prend 6 mois, on peut négocier, mais je pense que dans le discours, il faut dire non, je peux négocier jusqu'à tel prix, mais je ne peux pas descendre au-delà de l'impossible, être dans une situation de déficit, de perte d'argent. Et ça, c'est vraiment un discours qu'il faut qu'on intègre, parce que d'autres communautés l'acceptent, même s'il y a de la négociation, mais c'est fait de façon marginale. Pas sur les 60% de réduction, c'est pas possible. C'est tout un modèle économique qui ne peut pas fonctionner si on continue à négocier au-delà du raisonnable. Merci, M. Montpillier, pour cet exemple. Vous avez pris l'exemple de l'art, effectivement, qui est un exemple, je dirais, particulier. C'est vrai que la dame, je pense qu'elle posait sa question d'une manière générale. Hein. Un sac, des chaussures, des choses assez basiques. Ça s'applique en général. Hein. Je passe. C'est un exemple, mais ça s'applique au général. Je passe la parole au monsieur. Il y a une question. Ah. Pardon. Ok, on poursuit. On peut enchaîner. D'accord, il n'y a pas d'autres questions par rapport à ça. Donc c'est pas une question. Ah, il y a une question ici. Oui. Merci. Je m'appelle Rebecca Gonvelé. Je suis d'origine congolaise. Et je voudrais savoir, par rapport à la plateforme Abdelkabal Art, si vous avez prévu, ou si c'était déjà peut-être fait en cours, un travail de pédagogie en fait. Parce que justement, je pense que l'Africain ne comprend pas que l'art, en fait, c'est un besoin. On a besoin d'en avoir. Il faut, ça fait partie de notre patrimoine. Et aujourd'hui, on se retrouve dépossédé de notre propre patrimoine, en fait, de ce qui nous appartient, parce qu'on ne comprend pas, en fait, que l'art, c'est notre histoire. Ça fait partie de notre histoire. C'est comme ça qu'on écrit notre histoire. Et pour l'instant, notre histoire, elle est écrite par des gens extérieurs. Est-ce que vous avez ce travail-là, parce que c'est un projet peut-être de faire comprendre, d'avoir cette pédagogie tout simplement, de faire comprendre à l'Africain que en fait, l'art c'est un besoin commun. Merci. Effectivement, dans notre stratégie, on a mis en place une partie média, mais pour l'instant, on a plutôt travaillé sur le format blog. Donc on produit des articles avec des sujets à enjeu, mais cette pédagogie, elle va être renforcée en 2023 parce qu'on va déployer la dimension live, où on va rencontrer, faire discuter les artistes. Là, je travaille avec un artiste qui s'appelle Aïcha Moukeba, qui est, bon, pour le coup, il est congolais, mais c'est le hasard de l'échange qu'on a aujourd'hui. Et lui, il travaille sur un carnet d'artistes, c'est-à-dire qu'il sillonne l'Afrique, il rencontre les artistes, et les artistes parlent de leur intimité dans ces carnets, avec des œuvres, etc. Et ça, c'est un élément où on peut se rapprocher de l'artiste et comprendre, en fait, ce qui nous lie les uns aux autres, et cette dimension pédagogique. Ça passe aussi par ce type d'atelier, de résidence. Et donc, 2023 sera l'année, non pas de la pédagogie, mais des lives qui amènent à une conscience, sachant que, en scoop, je vais créer un club de collectionneurs, avec des collectionneurs, mais des personnes qui veulent rentrer dans une dynamique d'achat d'œuvres d'art, de façon à ce que, eh bien, de plus en plus, on puisse faire infuser l'art et la culture dans des cercles, certes un peu restreints, mais pour un élargissement prochain. Merci beaucoup. On va avancer, on va donner la parole à M. Raimondou. M. Raimondou qui est exposant, son entreprise s'appelle 10+. Il est dans le numérique, c'est un informaticien. Et il m'avait dit une phrase, il m'a dit, mon objectif, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de digitaliser l'Afrique. Voilà, donc il va nous parler des solutions sans papier, solutions digitales. Il dit qu'il a énormément de projets et vous pouvez vous rapprocher de lui après cette intervention. Il va nous témoigner un petit peu de son travail. La question c'est, si les gens comprennent ce qui est la digitalisation, on parle de la digitalisation depuis longtemps. Et
Je dirais que l'Afrique est à moitié digitalisée. Mais aujourd'hui, cette digitalisation, on reste des consommateurs du produit du digital. L'entreprise Displus est née d'une expérience, d'une observation de 15 ans d'expérience dans le digital. Nous avons passé du Web 1.1 au Web 1.3. Attendez, vous êtes beaucoup trop technique. On n'a rien compris de la digitalisation. Dites-nous de manière simple pour des gens qui sont ici ou moi-même. Ça veut dire quoi digitaliser? Digitalisation, c'est la digitalisation pour le prendre dans deux aspects. Avoir des outils digitaux, c'est-à-dire un téléphone, un ordinateur, et savoir l'utiliser. Le digital, disons, quand je parle de digitalisation, je parle de digitalisation web. Avoir la présence en ligne, de pouvoir être vu en ligne, avoir une présence et pouvoir être vu. C'est de cette digitalisation que je parle. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une identité numérique. À partir du moment où vous avez un téléphone mobile, vous êtes dans les réseaux sociaux, vous avez une identité numérique. Et cette identité numérique ne vous appartient pas. Appartient aux plus grandes, aux 4 entreprises qui dominent le web. Les GAFA. Quand on parle de la digitalisation centralisée, c'est la même chose que l'économie. On a une économie centralisée, on a une digitalisation qui a été prise en otage par 4 entreprises. Vous pouvez les citer, ces entreprises? C'est Facebook, Google, Yahoo, Amazon, c'est les plus grandes américaines. Donc du coup, ce qu'on appelle marketing digital, par exemple, que la plupart des entrepreneurs utilisent jusqu'à aujourd'hui, c'est le marketing de ces 4 entreprises, c'est-à-dire comment être visible dans ces 4 entreprises. Et c'est ça qu'on enseigne dans les écoles. Comment faire la publicité sur Facebook, comment référencer un site internet, comment avoir des followers sur Instagram. Et depuis des années, je répète aux gens que le marketing digital, ce n'est pas être présent sur Google ou sur Facebook. Le marketing digital, c'est être sur Internet, avoir la visibilité sur Internet et faire que les gens puissent trouver ton produit sur Internet. Ça ne dépend pas de Google, ça ne dépend pas de Facebook. Et aujourd'hui, je dis aux gens, vous voyez, il y a quelques années, on ne connaissait pas TikTok. Et aujourd'hui, TikTok dépasse même Facebook. Et donc, aujourd'hui, on passe, en parlant d'Internet décentralisé, nous sommes en train de passer de la web 2.0, c'est-à-dire la web des réseaux sociaux d'interaction, la web 3, où il y aura des virtuels, des avatars, des méta. Dans ce passage, nous passons à une Internet où les majeurs ne pourront plus être propriétaires de vos présences en ligne. Maintenant, si dans cette dynamique, on n'arrive pas à insérer l'Afrique dans cette dynamique, on va encore toujours être le consommateur. Vous voyez, Facebook a perdu 70 milliards de dollars, quelque chose comme ça, pour investir sur le métaverse. Aujourd'hui, le métaverse, c'est des technologies que nous, on peut aussi développer en Afrique. Je crois que la problématique que nous avons tous en Afrique, c'est semblable un peu partout, que ce soit dans l'art, que ce soit dans le digital, que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est qu'il manque, je dirais, une solidarité, une prise de conscience. Il faut créer des choses pour nous. Que ce soit dans l'art, comme je répète, ou des artistes qui sont là. On a la tendance de considérer ce qui est fait ailleurs et ce qui est fait par nous. La création de cette entreprise, Displus, est venue à l'idée qu'il y a trop d'Africains qui développent les choses dans le monde. Je suis dans une communauté de développeurs où il y a beaucoup d'Africains dedans. On ne le connaît pas, ils développent, ils travaillent sur des grandes entreprises. Mais l'idée c'est comment on ne peut pas créer des choses qui nous appartiennent et qui peuvent résoudre des problèmes simples.
qui est la digitalisation inclusive. Ce que j'appelle digitalisation inclusive, c'est une digitalisation qui tient en compte que tout le monde ne sait pas utiliser Internet, tout le monde ne sait pas lire et écrire. Mais on a tous des smartphones. Quand on paye un smartphone, on a même Facebook intégré, on a même YouTube intégré, on a même TikTok intégré. Le maman du fond du village, il regarde des vidéos sur YouTube et il ne sait pas lire et écrire. On fait passer la publicité, donc il devient un employé gratuit. Donc, auparavant, on pouvait regarder une musique sur Facebook ou sur YouTube sans publicité. Aujourd'hui même, vous regardez une musique longue, on vous place la publicité dessus. TikTok est venu, c'est la même chose. Ah, il y a quelque chose. Donc, TikTok est venu sur la même chose. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vouloir faire avec Displus, c'est de dire qu'il existe des technologies inclusives, c'est-à-dire des technologies qui ne nécessitent pas avoir des connaissances pour accéder. Par exemple, si vous rentrez dans le site de Displus, vous allez voir qu'il y a la visioconférence dedans. Cette visioconférence, ce n'est pas moi qui ai développé toute la plateforme, mais c'est moi qui ai développé la plateforme pour connecter directement depuis le site internet à la visio sans recevoir de lien ni mail. L'idée c'était venu lors du confinement. Il y a une maman qui disait qu'il n'arrive pas à connecter sur Zoom. Il voulait parler à son fils. Et donc je me suis dit, mais on n'a pas besoin d'avoir une email pour pouvoir se connecter sur la visioconférence parce qu'il y a des moyens technologiques qui sont capables de le faire. Et donc nous avons créé une simple application pour pouvoir faire ça. Donc maintenant, aujourd'hui, Displus, nous voulons que tout un chacun puisse avoir sa propre identité numérique. Et nous avons développé une application qu'on appelle, qui est semblable à une carte de visite. On met en place assez rapidement. Et avec cette application, vous pouvez, on est en train de mettre toutes les technologies dedans, pouvoir recevoir des paiements, pouvoir faire des rendez-vous, pouvoir constituer des listes des clients et pouvoir faire le marketing pour vous. On essaie de relier ce qui est le marketing physique et le marketing digital. Parce qu'aujourd'hui, où vous êtes sur le web, mais relier le web et le physique, c'est ça qui manque en fait. Et nous avons un grand potentiel pour relier le physique et le web. Et si nous travaillons pour relier le physique et le web, nous allons développer la plateforme qui est beaucoup plus importante que TikTok. On est capable de le faire. Donc voilà les sujets que j'ai à vous transmettre. Notre entreprise s'appelle Digitalisation d'impact social positif. Aujourd'hui, c'est Nelson, mon collègue qui est là, qui nous force à aller sur les réseaux sociaux. Parce que je le disais que moi je n'avais pas besoin des réseaux sociaux pour faire développer des discussions. Je disais non, on ne peut pas aller sur les réseaux sociaux. Je l'ai dit, bon, on va faire les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux plus importants, c'est nous qui sommes là. Nous faisons le plus gros réseaux sociaux. Aujourd'hui, si vous avez un site internet, vous devez payer pour le référencement, vous devez payer sur la publicité pour que les gens aient visité votre site internet. D'accord? Mais aujourd'hui, combien de gens, si vous êtes entrepreneur, combien de gens vous rencontrez par jour et que ces gens-là peuvent être des prospects qui peuvent aller visiter votre site internet? Beaucoup. Donc, comment relier ce public que vous rencontrez de votre site web? C'est ça que, ce sont ces autres idées que nous avons et que nous travaillons. Et nous avons développé des plateformes que je vous dirais, même Google, il n'existe aucune plateforme au monde. Je ne parle pas de la technologie, mais c'est l'architecture de technologie qu'on a mis ensemble. Il n'existe pas un projet comme ça au monde. Il faudra que les Africains puissent s'imprégner de ça. Donc je suis là. Vous voulez des conseils, même sur le marketing que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire les référencements, Facebook, Google, tout ça là. Je connais, je suis dans ce monde-là depuis longtemps. Donc vous voulez des conseils pour répondre à vos questions. Mais aujourd'hui, allez payer sur le référencement pour référencer un site, payer la publicité sur Internet, ça reste vraiment quelque chose
qui est là pour enrichir quelques-uns et pas les autres. Les vrais, si vous voulez faire du vrai marketing, c'est avec la recherche. Mais comme je suis dans un monde de recherche, on observe ce qui se passe sur Internet, on développe les choses, je vais essayer de mettre ça en place pour permettre que l'Afrique puisse se digitaliser. Et la solution n'est pas simplement africaine. Nous avons des amis suisses qui travaillent avec nous dans l'équipe. Il est emballé de développer la solution en Europe. Et je risque de voir que ça soit plus développé en Europe parce que le digital n'a pas de frontières. TikTok était chinois, aujourd'hui européen. Aujourd'hui, il est mondial. Comme les Africains, on peut penser quelque chose et qui soit aussi mondial. Merci. Merci beaucoup, monsieur Raimundo. Questions dans la salle sur ces questions plus techniques? Oui, il y a une question, 2, 3. Oui, par rapport aux solutions digitales. On peut commenter. Fala un peu, moi je perds tout. Je vais parler en portugais pour mieux le comprendre. Il n'y a pas de, j'ai pas de son. Je remercie votre exposition. Como a vossa empresa pensa em ajudar os nossos irmãos que têm um comportamento negativo e ao chegarem no país, em vez de ajudar, tornam-se grandes críticos, consideram que tudo que foi feito não vale nada, fazem apenas uma comparação entre Angola e Europa, que não é possível. Acabamos de ver aqui a apresentação geográfica de como é que o país evoluiu, e não tem nada a ver com a Europa. Então, como é que a vossa empresa pensa em mudar o comportamento e valores para os cidadãos que têm esse comportamento, para tornarem, em vez de tornarem-se críticos, tornarem-se pessoas que ajudam os nossos irmãos que não conhecem a Europa e têm um comportamento crítico, para mudar e dizer que, olha, não se pode comparar com um país. Merci. Merci beaucoup, on a compris. De leur qu'est-ce que vous avez confiance pour changer ces mentalités, parce que il ne suffit pas seulement de critiquer, mais de donner des solutions qui peuvent nous aider à avancer. C'est une question générale, hein, je pense. Hein. On peut répondre. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens dire que Disney ne devrait pas évoluer en tenant compte des réseaux sociaux et tout ça. C'est parce que l'évolution de l'entreprise doit se faire sur le terrain. Pour que l'Africain adopte la digitalisation, il faut une évangélisation, il faut une éducation, il faut le montrer comment le digital peut être important pour lui. Donc c'est ce qu'on est en train de vouloir faire. C'est vrai que les difficultés sont énormes. Trouver les gens qui s'engagent pour travailler sur le logement, c'est difficile. On est en train de l'observer. Mais nous avons la question, quand je dis que ce qu'on a fait, ça n'existe pas, c'est parce que je sais de quoi je parle. Donc, les solutions, quand on a développé, on connaît tout ce qui existe dans le marché enseignement. Donc, nous voulons montrer aux autres, on prend ce que vous connaissez, Instagram, TikTok, tout ça. Nous, on prend ce qu'on a développé, on vous montre que c'est pas mieux. Je crois que c'est avec ça, c'est avec cette pédagogie qu'on peut arriver petit à petit, prendre conscience de que on peut aussi développer des choses qui sont meilleures. Merci, monsieur Armand, de votre réponse. Qui, encore une fois, une réponse technique. Hein, vous avez mis votre domaine, vous y restez. La question est un peu générale. Peut-être quelqu'un dans la salle pourrait répondre à cette question qui était un peu générale. C'est pour une question ou pour répondre au monsieur? Les deux? Ok, merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sergio Rigoberto, je suis angolais. C'est pas plus important d'ailleurs. Ma question serait par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, la digitalisation de l'Afrique. Et en général, la digitalisation tout court finalement. Parce que
Et en même temps, le lien entre ce que j'ai entendu là et ce qui a été dit bien avant votre présentation, dans laquelle vous avez du mal à trouver, entre guillemets, dans ce que j'ai entendu, des partenaires, entre guillemets, en Afrique qui répondent présents à vos sollicitudes. Du coup, je me pose la question, dans le domaine qui m'intéresse vivement, je suis issu d'une famille d'artistes aussi, j'ai mon frère qui est artiste, donc du coup, ça revient au lien. Ces artistes africains ne sont pas visibles dans le réseau. J'ai répondu aussi la question qui a été posée ici par ma voisine à côté, dans laquelle comment faire pour trouver les deux, trouver nos arts, comment se diffuser. Voilà le lien qui vous présentez. Pour moi, ça semble un lien. Et ce qui m'étonne de l'histoire, d'où la question qui n'est pas une question, plutôt une observation, peut-être critique, comment ça se fait que vous, qui êtes africain, travaillant ici dans le salon, j'ai vu pas mal de gens qui sont à mal des connaissances ou de visibilité, et vous, vous êtes là à côté, et vous vous plaignez qu'il n'y a pas de clients. Je ne comprends rien. On a l'outil, soit on ne sait pas s'en servir, soit on ne veut pas s'en servir. On a des clients, soit on ne veut pas le contacter et ils sont à la demande. Et nous, on est là des consommateurs. Moi, j'aimerais avoir de l'art d'Afrique. Aller sur son site web, sur une plateforme, sur un listing où j'aurai une bibliothèque où je peux voir les artistes, choisir les œuvres là et l'acheter cas échéant. Et là, vous avez la solution, vous ne l'appliquez pas avec eux. Je ne comprends rien. Il va falloir que vous m'expliquiez comment vous voulez vous digitaliser tout en ne prenant pas en compte les besoins qui sont les nôtres. Oui, merci. Oui, Didier. Par rapport aux artistes et aux acteurs africains. Oui. Des acteurs africains. Donc du coup, moi je vous encourage à venir sur Africa Bayard. Ça c'est déjà un premier pas. Un pas important, parce qu'on a besoin de la force de chacun aussi pour avancer, pour nous développer. Donc, pour continuer la réponse, c'est de dire, effectivement, il y a une place qui s'appelle Africa Bayard et qui a commencé à faire ce travail de référencement. Mais Raymondo, on va se connecter, de fait, puisque lui, il est sur une dynamique de décentralisation. Nous, on va commencer à intégrer la blockchain pour la certification des œuvres d'art et les NFT. Donc, on a vocation à se rejoindre. Mais aujourd'hui, si vous cherchez de l'art, du média, des services et des produits, allez sur africabayard.com. On a un site qui existe et qui est disponible et qui propose un certain nombre de choses déjà aujourd'hui. Je vais ajouter. Oui, rapidement, parce que le temps passe. Hein. On nous signale que le temps passe. Rapidement. On a. Discus aussi, nous avons créé un annuaire de cartes. D'accord? Dans cet annuaire de cartes, ce sera un vrai réseau B2B où chaque personne qui a une carte pourra se trouver dedans. Vous voyez? Donc, tous les actifs pourront être dedans. Lorsqu'ils ont le carte, ils pourront aller là-bas, chercher le nom ou le nom des métiers et ils vont être référencés. Nous travaillons au moins sur ce pas découragé, je ne plains pas beaucoup. Je dis simplement qu'il faut être beaucoup plus solidaire. Et ce n'est pas un truc lié simplement à moi, au digital, mais c'est un constat général. Mais nous, se décourage, comme vous voyez, nous sommes là, une équipe de 3 personnes, avec toutes les technologies que nous avons. On va passer, voir toutes les gens qui sont sur le stand. Ici, nous avons un artiste qui s'est adhéré, d'autres artistes seront là, petit à petit. Nous sommes déjà au Congo, en Côte d'Ivoire, on aimerait aussi être en Angola, former des jeunes, pour que c'est des gens qui vont travailler ces applications. C'est pas moi qui va créer des applications. Je crée la plateforme, il y aura des gens qui vont travailler pour confectionner ça. Nous, l'inclusion numérique. C'est pour ça qu'on s'appelle digitalisation et pas social positif. Merci. Merci, monsieur Raymondo. C'est un peu plus dans le domaine de l'entreprise, de manière générale, entreprise, économie formelle. Je laisse la parole à monsieur Kimbi, de l'entrepreneur à l'entrepreneuriat. Monsieur Kimbi, vous avez la parole, 5 minutes, parce qu'on va commencer à conclure. Oui, bonjour à tous. Je vais aller plus rapidement. De ne pas plutôt voir le titre, mais plutôt le contenu. Donc je vais passer rapidement pour être en phase. Je voudrais parler de l'entrepreneur et de l'entrepreneuriat.
Déjà, à partir, je fais une synthèse. Parce que c'est scientifiquement haut et que moi, je vais réduire pour que chacun de nous comprenne. L'entrepreneuriat peut se définir comme une activité qui implique la découverte et l'évaluation et l'exploitation d'opportunités. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, on découvre l'opportunité et ce n'est pas tout le monde qui voit l'opportunité. Les opportunités existent. Mais lorsque on rentre dans la démarche de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire c'est comme si on est chercheur et on trouve l'opportunité, on trouve le filon qui va vous amener loin. Et c'est là le vrai dire de l'entrepreneuriat. C'est la création, c'est l'innovation, tout est en un dans ce mot de l'entrepreneuriat. Il a en face de lui l'idée de mettre en place des nouvelles structures, une nouvelle organisation, des nouvelles idées par l'innovation et de faire exister en fait son idée, de créer. C'est là l'entrepreneuriat. Il se repose sur l'existence d'opportunités, ça existe partout, mais on peut créer le besoin à une personne. Comme vous, je vous crée le besoin. Et à partir de votre besoin, je crée mon entreprise. Donc c'est de savoir ce dont vous avez besoin. Et moi, je crée. Je donne l'idée simple. Vous avez tous besoin d'un vêtement qui chauffe quand il fait très très froid avec des températures basses. Des fois, le coton ne suffit pas. Mais moi, dans l'entrepreneuriat, j'ai saisi l'opportunité que les gens ont froid, surtout aux pieds et dans le corps. Je crée. Je crée un besoin et je t'attire dans ce besoin-là parce que tu en as besoin. Donc, c'est ça, en fait, l'idée de l'entrepreneuriat et entreprendre. Alors, cela touche différentes personnes et en cela, il y a un rapport qui permet donc de traiter les différents risques. Dans l'entrepreneuriat, on est face au risque et il faut prendre ce risque-là d'aller plus loin. Je prends le risque d'y aller. Je peux tomber, je peux échouer, mais je me relève, je prends le risque. Il y a la notion aussi de ce que j'ai dit, de l'innovation, de partir de quelque chose qui n'existe pas, mais je le fais exister et je vends mon idée. Donc il y a deux théories économiques, mais je ne vais pas aller par là, c'est trop haut, on n'a pas le temps. Il y a Schumpeter qui a parlé de ça et je voudrais passer rapidement sur le deuxième slide. Donc Schumpeter qui a parlé de l'existence de l'information. Je prends l'information, je prends ce qui existe et je transforme mon idée en quelque chose de valeur. Ce sont des scientifiques en fait, des savants, comme on peut dire. Il y a Giddens, donc Giddens, moi je l'appelle Giddens toujours, il parle de la société entrepreneuriale. C'est-à-dire que notre société d'aujourd'hui doit vivre, doit trouver son essence, son existence dans l'entrepreneuriat. Donc, tout le monde doit pouvoir développer cet esprit d'entrepreneuriat ou quitte à communiquer à chacun cet esprit. Et c'est très très important. L'idée d'entreprendre, c'est à une dimension de vie. J'entreprends parce que je veux un futur possible. Donc, je me projette dans la vie, je me projette dans l'avenir. Je passe rapidement
puisque le temps court. Dans la suite, l'intensivité de la figure de l'entrepreneur. Il y a deux sortes d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneur institutionnel et l'entrepreneur social. Les deux, au départ, sont des entrepreneurs. Mais l'entrepreneur institutionnel, il part d'une globalisation de ce qui existe dans la société. C'est pour cela que je le définis dans le sens et qu'il se contente de la reconnaissance de la politique et du social. C'est là on se situe sur l'entrepreneur institutionnel. C'est l'entrepreneur classique. Il va pour devenir et prendre un statut formel qui est l'institution. Donc, il devient l'entrepreneur institutionnel. Mais il y a une autre phase qui est connue, c'est l'entrepreneur social. L'entrepreneur social, comme le mot l'indique, il associe le besoin de la société. Il est plus dans la société civile, la politique, loin de là, mais il va dans le besoin que le peuple, la société a besoin. L'entrepreneur social, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent, il va dans ce qu'on appelle le business charity. C'est-à-dire tout ce qui peut permettre de réunir, d'unir une société, d'unir les gens. À citer un exemple, nous avons la CAF. Si quelqu'un parle de la CAF qui existe, on peut devenir l'entrepreneur social, où on réunit les associations dans une convergence de buts. Mais notre statut aujourd'hui, on est CAF, une confédération. Voilà pour voir un peu les différences. Alors pour être entrepreneur, c'est simple, il faut être un stratège. L'entrepreneur part de l'idée. C'est un peu une folie. Parce que l'entrepreneur est tout seul. Il développe une idéologie. Et à partir de cette idée, c'est un visionnaire, en fait. Et il crée quelque chose. C'est pour cela que je dirais que c'est un stratège. Sa figure de style, il doit maîtriser et la vision, et sa mission, et ses valeurs. Il doit associer toutes ces choses. Donc, l'entrepreneur, je dirais, c'est un savant, en fait. Donc, si tu es entrepreneur, en quelque sorte, tu es savant, en fait. C'est-à-dire, tu réfléchis et tu crées. Et tu le proposes. Et les gens achètent, les gens en ont besoin. Dans cette perspective, je voudrais parler de celui qui crée la vision. Il crée son monde, il crée son avenir, il crée son futur. Au fait, il organise sa vie. Si on veut rester salarié toute sa vie, mais je reste dans l'entreprise. On va me commander, on va m'ordonner, mais l'entrepreneur, c'est la liberté, c'est l'aigle. Il parle, il navigue là où il veut. Et au fait, pour un entrepreneur, un mot je veux dire, le monde lui appartient. Parce qu'il surfe partout et il n'a pas de frontières. C'est ça être un entrepreneur. Si en fait c'était un rêve, il est en train de concrétiser le rêve et la transforme plutôt à une réalité de vie et il vit avec. Ici, la mission. Je ne peux pas être entrepreneur pour moi-même. Je dois être entrepreneur pour influencer les autres, pour impulser et changer le monde. C'est ça un entrepreneur.
Je change le monde par ma mission. Je me dis, je dois être utile dans la société et je crée quelque chose là où personne ne m'attendait. Donc c'est un mystère. Ensuite, c'est la fin. C'est la fin. C'est les valeurs. Les valeurs, c'est ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas devenir entrepreneur sans développer des valeurs éthiques. On parle notamment aujourd'hui du climat. On parle de la sécheresse. Et être entrepreneur, c'est d'envisager tout ça. On parle de l'économie circulaire, les déchets. Donc quand vous êtes entrepreneur, il faut inclure les valeurs sociétales, inclure les valeurs éthiques, notamment contre la corruption, contre des business prohibés. Donc j'ai choisi ma voie, mais une voie royale, dans laquelle j'obtiendrai la reconnaissance des valeurs. Voilà ce que je pourrais dire en un mot sur l'entrepreneuriat. Et je vous donnerai les adresses qui vous permettront, vous qui êtes ici en France, je vais tout envoyer par des slides qui vous permettront de vous connecter avec le monde d'entreprise pour savoir jusqu'où vous pouvez aller. J'en passe, les meilleurs business plans et autres. Ça, c'est tellement compliqué. Je ne rentre pas là-bas, mais je m'arrête ici. Le reste, je communiquerai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Augustin Kimbi. Vous savez, il y a un célèbre entrepreneur qui a dit « Si vous restez en salarié toute votre vie, ce que vous n'avez rien compris de la vie. » Alors, je vous dis, soyez tous entrepreneurs. Investissez, créez, imaginez, innovez et vous en êtes capables. Restez pas salariés, entreprenez et l'année prochaine, on aura une salle encore beaucoup plus pleine. Voilà. On n'a plus le temps. On me signale que le temps est passé puisque il y a une entrepreneuse avec des poupées noires qui va faire défiler des enfants. Intervenant juste après, monsieur. Et si monsieur Diakessé, voulait parler de l'entrepreneuriat en Angola. Quelle est la situation? Quelles sont les démarches? Quelles sont les procédures pour aller entreprendre en Angola? Et vous savez, vous avez aussi nos officiels, vous avez le consulat, l'ambassade, où vous pouvez aussi vous adresser. Voilà. C'est une occasion. Voilà. Je vais essayer d'aller rapide. Je sais déjà qu'on coupe. Je vais dire 2-3 mots. Entreprendre en Angola, ce n'est pas une mince affaire. Commençons par le début. Je vais aller doucement et dire le nécessaire. Entreprendre, c'est simplement créer un emploi. Créer des emplois. Créer des emplois, ça permet à une famille ou à plusieurs familles de survivre ou de vivre décemment. Créer des emplois, ça permet au pays de développer, de se développer. Donc l'entrepreneuriat est important dans tous les niveaux. On est tous habitués à attendre tout de l'État. C'est faux. On vient de le dire. Celui qui reste salarié, il mourra pauvre, sauf s'il vole. Sauf s'il vole, tu mourras pauvre. Je te dis, ne te contente pas. Vous croyez, pour celui qui vit en France, celui qui gagne 1000 € croit que s'il gagnait 5000, il serait bien. Mais il y a des gens qui gagnent 5000 qui croient qu'avec 10 000, ils seront bien.
Il y a ceux qui gagnent 10 000 qui croient que 100 000 c'est mieux. Et il y a ceux qui croient qu'avec le salaire de Mbappé, c'est meilleur. Et on ne s'arrêtera pas. Pour Mbappé, ce n'est pas un salarié, c'est un entrepreneur. Donc tous les autres, oui, il vend sa force. L'entrepreneur, c'est celui qui prend des risques. L'entrepreneur, c'est celui qui innove. Je ferme cette parenthèse. Mais si on veut innover, si on veut entreprendre en Angola, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses que les gens font, c'est le business plan. C'est bien. Le business plan, c'est diriger à la banque pour que la banque te donne l'argent. Aujourd'hui, en Angola, l'État a déjà tout fait. Il a créé des nouveaux riches. Il a prêté de l'argent à beaucoup de gens. Pour le récupérer, il fallait courir derrière eux. On commence à les traiter des marimbondos parce qu'ils ne veulent plus payer. C'est ça le problème. Donc la banque est devenue plus méfiante. Mais si vous voulez entreprendre en Angola, avec tous vos meilleurs business plans, ça ne sert à rien. La banque ne vous connaît pas. La banque ne vous connaît pas. On ne prête qu'aux riches. On prête à celui qui peut rendre. Si tu ne peux pas rendre, tu ne fais pas le poids. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer. Commence une affaire qui marche. Tout le monde connaît que ce monsieur, je ne sais pas moi, a une ferme. Alors, lorsque ta ferme va atteindre un certain niveau, la banque te connaît et la banque peut te prêter. Donc, c'est là où ton business plan va fonctionner. Mais comment fonctionner? Donc, il faut avoir un fonds. Commence en Angola avec ton propre fonds et tu pourras avancer. Je vais mettre un seul slide que je veux commenter, un seul, je vais sauter tout le reste. Je vais sauter tout le reste. Je vais commenter seulement ce 4 points-là rapidement. Donc ton business plan, je l'ai dit, c'est positif, c'est bien, c'est mis en vert, ça peut t'aider. Mais à un moment donné, aujourd'hui en Angola, ça ne sert plus à rien. Ceux qui sont déjà connus, ils peuvent prêter. Ils peuvent emprunter. Les inconnus, tu peux être de la diaspora, tu peux dire je viens du Canada, des États-Unis, de France, on ne te connaît pas. Ça ne marchera pas. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Je l'ai mis en rouge. Attention, les bonnes personnes. Les entreprises familiales, ça ne tient pas debout. Ça ne vaut pas la peine. Je ne dis pas méfiez-vous de vos membres de famille. Un membre de famille qui sait que quelqu'un est de la diaspora, on croit que nous cueillons l'argent dans des feuilles, dans des arbres. La première des choses, c'est comment te bouffer ton argent. Donc, mets des gens capables et non des cousins, des nièces et de je ne sais pas moi quoi. Laisse la faire marcher, ensuite tu vas les employer. Ne commence pas parce que je viens 3 mois après, je laisse mon entreprise à mon cousin. 6 mois après, c'est en faillite. Donc, entoure-toi des bonnes personnes. Et en Angola, les bonnes personnes, ce sont celles qui sont connues. Cherchez les personnes connues. Ils te font un parapluie, ils te protègent. Parce que la concurrence va te tuer. La concurrence va te tuer. Tu veux ouvrir un Auchan, il y a des canals, il y a des caires, il y a des magasins. Vous croyez qu'ils seront contents? Non. Pour des bananes, tu tombes. Facteur local. Le facteur local est important. Où est-ce que vous voulez vous localiser? Tout le monde court à Luanda, la capitale. C'est une succession provisoire de guerres qui a fait que Luanda a maintenant une population, disons, Luanda est surpeuplée. Mais il y a des choses qu'on peut faire avec un peu d'argent. Aller dans des provinces, aller même dans des villages, aller là où il n'y a pas de concurrence. C'est le facteur local. Le facteur local te permet de te développer dans des zones inconnues, tu crées l'emploi, tu avances avec des fermes, je ne peux même pas citer des exemples, on va voir. Et finalement, cibler ta clientèle. Quelle est ta clientèle? On n'a pas vu ce qu'on a vu sur l'Angola. J'allais vous présenter
le pourcentage de la population, les gens riches en Angola ne représentent pas 1 million de personnes sur 33 millions. Ils ne sont même pas 500 000. C'est quelques familles. Quand je dis riches, c'est des multimillionnaires. Hein? C'est pas 30 000 euros, tu te soulèves, tu prends et tu as l'argent. Ça, c'est rien. C'est que les 30 000 euros, ils les brûlent dans une fête. En 20 minutes. C'est pour ça qu'on dit que la vie est chère. Donc, les gens riches se permettent de venir assister au match de Benfica au Portugal. Ils louent l'avion pour venir acheter des pommes de terre et ils rentrent. Alors, mets-toi à quel niveau tu te situes. Si tu ouvres un stand de vente de Porsche, il y en a déjà là. Tu seras peut-être le 3e ou le 4e et tes Porsche vont pourrir là. Donc, quelle est la clientèle que tu cibles? Cible une clientèle accessible. C'est le peuple. Sur les 33 millions, il faut cibler le plus de 32 millions. Si tu cibles les archi-riches, tu te perds. Alors, quel est ton négoce? Qu'est-ce que tu peux faire? Des choses simples. Transformer des tomates et des fruits en jus de fruits. C'est des choses simples, ça ne te demande pas beaucoup. Mettre en conserve des produits qui pourrissent. J'ai vu en cours, oui, des produits locaux. J'ai vu en cours de route. J'ai eu l'opportunité de visiter le pays nord au sud. Je la connais comme ma poche. Parce que j'ai travaillé dans une compagnie pétrolière. Elf, à l'époque, c'était Total, plus de 20 ans. J'ai travaillé à la fac depuis 82 jusqu'au jour où je suis encore là. Donc j'ai formé des dirigeants, je les connais. Et j'ai été scout, donc je connais le pays. Mais tu vois les fruits tomber pourris parce qu'il n'y a pas de camion pour aller les prendre. Installe une fabrique de conserve là et tu deviens riche. Dans d'autres villages, les camions ne s'arrêtent pas parce qu'il n'y a personne pour vendre de l'essence, il n'y a personne pour récachoter le pneu. Réparer un pneu privé, ça coûte quoi? Un compresseur et quelques cols, c'est tout, tu avances. Il y a des choses simples, je ne pourrais pas tous les citer, mais il y a des choses simples qu'on peut faire. Créer des gîtes, les gens vont en camion, ils dorment dans les rues. En allant au village, tu sors de Luanda à Benguela, la route n'est pas bonne, tu ne peux pas arriver directement. Eh bien, tu te mets à Soumbe ou au milieu, tu crées une gîte, hébergement. Les gens sont là, c'est juste une maison, un lit, quelque chose à manger, c'est tout. Il y a beaucoup d'opportunités en Angola. Ne visez pas très haut. Ne cherchez pas la banque. Avec 100 000, avec 50 000, avec 30 000, tu peux t'enrichir en moins de 10 ans. Je dirais même en moins de 3 ans. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci, M. Diakité. Et à part s'enrichir, bien sûr, c'est permettre au pays de se développer, faire du social. M. Bokolo a parlé de la solidarité. La solidarité, c'est tout ça. On entreprend, pas seulement pour devenir riche, on entreprend aussi, bien sûr, on entreprend pour soi-même, pour sa confiance, mais on entreprend aussi parce que pour les autres, pour permettre au pays de se développer. Et on a beaucoup discuté avant de les faire venir ici. Et M. Diakité, il a des choses très, très, très intéressantes à dire à ce sujet. Donc voilà, entreprenez pour vous, entreprenez pour les autres, vous luttez contre le chômage, contre le manque d'emploi. Si vous êtes sans emploi, alors innovez. N'attendez pas votre CV que vous allez déposer à l'entreprise A, B, C. Dites, j'attends mon CV à côté, j'attends qu'on m'appelle, mais à côté j'entreprends. Même quand vous avez déjà trouvé votre travail, vous savez, quand on est salarié, on ne gagne pas des millions. Donc, entreprenez. Le salon a été fait pour vous. Le salon a été fait pour promouvoir l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si on l'a bien dit, mais j'espère qu'aujourd'hui, on vous a en tout cas donné le goût
on vous fait réfléchir sur le fait d'entreprendre. Surtout, ne restez pas salariés, entreprenez. Merci beaucoup. Merci Didier. Donc la conférence touche à sa fin. Peut-être un dernier mot de quelqu'un de la salle. Personne. Moment en 2 minutes, après on s'arrête là, on va passer au dessert. Vraiment 2 minutes. E aproveitaria então para pedir que ao nosso manifesto para deixarmos um conselho. Nós temos uma possibilidade enorme e todos os nossos negócios vão à falência. E, portanto, aproveitaria essa oportunidade para nos dar um conselho, uma experiência, talvez um projeto tenha algo para mudar essa versão do nosso negócio. Fizemos tudo, compramos aço, temos um processo, vai à falência, abrimos cantina, vai à falência, mas sim, temos aí o nosso companheiro da África do Oeste, a cantina anda muito bem. Não sei se pode nos ajudar a dar um conselho para melhorar esse aspecto. Je ne vais pas s'arrêter, hein, ce monsieur. En portugais ou en français? En français, donc on va comprendre. Bon, je voulais savoir, il y a eu des initiatives au pays, et parfois ça marche pas. C'est exactement ce que je vous ai dit entre les lignes. J'ai dit ici, si tout le monde se met à l'avant, ça marche pas. Parce qu'il y a de la concurrence. Vous ne pouvez pas concurrencer une cantine de l'Ouest africain, parce que c'est eux qui dominent tout ça. On ne peut pas, parce que leur salaire, c'est une misère. C'est comme si produire des masques de masques surgicales en France et des masques en Chine c'est de la Chine. C'est le prix du problème. Eux, ils ont créé une misère. Et ils ne sont pas du nombre de familles. Alors que nous, tu ouvres un magasin et une cantine, par exemple à Marchand, la première des choses, c'est mettre ta cousine à gérer. Et ta cousine, ce qu'elle fait, elle te pique tous les jours. Elle mange tous les jours parce qu'elle veut vivre. Et c'est ça le problème. Nous ne savons pas gérer, c'est ça le problème. J'ai dit ici, attention avec les personnes proches. Il y a d'autres facteurs. Vous comprenez? Merci, monsieur Dakessé. Bon, on s'arrête là. Bon, ben, on passe à la partie défilée de poupée. On va applaudir déjà, oui, la fin de... Applaudissez pour l'assistance. Thank you.